Alors on peut prendre le temps d'explorer un petit peu les pensées en silence. Souvent la méditation, c'est en fait un dialogue avec soi-même. Juste observer et voir de quelle manière on se parle à soi-même. Est-ce qu'on s'encourage? Est-ce qu'on laisse les pensées aller? Ou est-ce qu'on parle davantage aux autres? Méditer, c'est aussi savoir se regarder en face. Être capable d'explorer les différentes facettes de sa personnalité. En fait, souvent quand on se voit ou quand on se parle, on se rend compte qu'on peut soit s'emprisonner dans une réalité, ou ouvrir les portes et se donner la chance d'explorer d'autres horizons, d'autres possibilités. Ce que je suis aujourd'hui n'est pas nécessairement ce que je serai demain. Et ces moments de calme me donnent confiance. Je me permets de croire qu'il est possible d'être différent. Que je ne serai pas nécessairement toujours ce que j'ai été jusqu'à maintenant. Et de la même façon que je vois parfois dans les arbres des fleurs qui ensuite deviennent des fruits. Peut-être qu'en moi, il y a aussi des aspects qui aujourd'hui ne sont qu'à moitié mûris, à moitié réalisés. Mais il suffit juste de quelques pensées, d'une prise de conscience. Je peux transformer mes attitudes. Je peux transformer mes habitudes. Je peux même transformer mon caractère. Alors je me donne le temps de me parler à moi-même, le temps de m'encourager. On dit qu'un bon professeur est celui qui sait s'enseigner à lui-même, qu'une bonne mère est celle qui sait être une mère pour elle-même. Un bon père est celui qui sait être un père pour lui-même. Alors quand je me parle,
quand je pense, je m'encourage. Je vois des nouvelles possibilités à l'horizon. Je me dis que tout est possible. Et qu'il y a encore beaucoup d'aspects de moi-même que je ne connais pas, mais que je veux connaître. Et je sais que dans le silence, mes pensées résonnent, mon cœur absorbe et mon esprit s'ouvre. Et dans ces moments de silence, je peux me voir différemment. Je peux m'imaginer différemment. Alors dans ma conversation de cœur à cœur avec moi-même, je m'encourage. Je me dis que tout est possible. Et si j'ai des objectifs, je me dis que je pourrais les atteindre. On sait qu'il est possible pour l'esprit d'être son meilleur ami ou son pire ennemi. Et le premier soutien, le premier réconfort et le premier encouragement doit venir de mon propre esprit. Quand ma voix intérieure me dit que je suis capable, que je peux réussir et que tout est possible.
Bonsoir. C'est bien ici l'émergence, c'est ça? Je suis au bon endroit? Je dis qu'il n'y avait personne, alors je vais m'asseoir devant, mais... Alors, je sais que j'en ai déjà parlé un peu la semaine dernière. Ceux qui seraient intéressés à des ateliers, il y a un atelier, enfin un laboratoire de méditation vendredi, donc demain, à 19 heures, sur le thème « Être léger et sans souci »,« Light and Carefree ». Donc ceux qui aiment une soirée atelier, laboratoire de méditation en anglais. Et samedi, un café home pour les jeunes adultes. Un restez cool, un atelier, donc c'est marqué samedi 19h, c'est ça? Oui. Samedi 19h, en soirée. 19h à 21h. Les jeunes adultes. Alors, j'espère que tout le monde va bien, vous êtes en forme. Ouais. On va parler un petit peu de se connaître soi-même, ce qui est un thème intéressant puisqu'on sait que c'est souvent ce qu'on annonce comme la première leçon en spiritualité et la dernière. On dit tout commence en spiritualité par qui suis-je? Et juste avant de mourir, il y a un petit rappel, puis on se redemande encore qui suis-je? Il y a un dernier check-out quand on quitte qui va nous ramener encore à soi-même, à se demander qui suis-je? C'est aussi une question éternelle. On a l'impression que c'est la même question qu'on se pose depuis des millénaires. Mais ce soir, vous allez avoir la réponse. C'est bien, hein? Pas de prétention du tout. Pas de pression. Non, c'est une blague. Vous n'aurez absolument pas la réponse ce soir. L'idée, c'est qu'en fait, c'est pas le fun quand on ne sait pas qui on est techniquement, non? Tout le monde a vu les Jason Bourne, Bourne Identity, etc. Dans la série, pauvre petit gars, il se réveille, puis il y a des balles dans le dos, puis c'est pas trop comment ça se fait qu'il y a des balles dans le dos, puis qu'il est rescapé, puis il doit puis ils ont fait quand même durer, hein, pendant 3 ou 4, on dit à 3 ou 4, ils cherchent toujours qui il est, comment il est là. Il y a l'autre un peu plus égratigné, le Wolverine, celui des X-Men qui est aussi à la recherche de... Lui, pauvre petit pit, il se réveille, puis il y a des grosses griffes qui lui sortent des doigts. Il se demande, mais voyons, qui m'a mis ça là? Puis il va passer plusieurs épisodes à plusieurs millions de dollars avec beaucoup de revenus publicitaires et de revenus commerciaux pour savoir finalement qui lui a mis des griffes. Et nous, alors, sommes-nous des Bourne Identity de ce monde? Et dans fin de référence, après j'arrête, promis, les références hollywoodiennes. Il y a un autre film qui est intéressant. Je pense avec Jim Carrey, j'ai oublié le nom, mais il est élevé dans un studio artificiel. Et un jour, il va découvrir évidemment que c'est la supercherie, que son monde dans lequel il vit depuis tant d'années est un monde artificiel. Et qu'en fait, il y a une porte, puis il se retrouve dans les rues de Manhattan, je pense, en train de se demander, wow, d'où ça vient tout ça. Il y en a qui ont vu ces films-là? Au moins un des 3? Ouais. Ça va. Et ce film est intéressant. Vous savez que certains se souviennent du nom? Comment ça s'appelle? Truman, c'est ça, voilà. Et ça, c'est intéressant. Et nous, quand on voit ces films-là, avec notre bagage Raja Yoga, on se dit, yes, c'est exactement ce qu'on raconte tous les mercredis soirs. Bon, avec des termes un petit peu différents, puis bon, il n'y a pas de des grosses griffes qui nous sortent des mains, mais le concept est un peu le même, quoi. Et nous, à notre naissance, on n'a pas choisi, on est arrivé, on nous a mis un nom, passeport, on nous a vaccinés, on nous a mis dans des boîtes, on nous a mis, voilà, tu vas faire ça. Un peu le choix quand même, qu'est-ce que ça tente de faire? Puis malgré le moule dans lequel on nous mettait, ben il y en a qui se sont dit, je sais pas, qui sortaient un peu du moule, puis qui se cherchent, puis qui se disent, ce que je fais pour être là-dedans, puis après on cherche. Et l'idée est un peu la même, c'est qu'on s'est mis dans un monde qui, vu de l'extérieur, est peut-être complètement artificiel. Et on dit souvent à la blague, quand on va mourir, en fait on va tous mourir de rire. C'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est que peut-être qu'en quittant le corps, on va tous se réveiller et se dire, ben voyons donc, hey, c'était-tu malade ce truc? Qu'est-ce qu'on a fait? Hey, on y a cru, hein?
sais, mes 35 ans à Hydro-Québec, là, j'y ai cru, hein, c'était vraiment sérieux. Puis ma retraite, ça c'était important, hein, puis ma petite Jetta, là, c'était super. On va être mort de rire. On va se dire, franchement, quel beau voyage sur la planète Terre. Puis peut-être qu'on va se retrouver devant un agent de voyage avec 4 cornes, tu sais, on leur dit, une autre planète vous intéresse, mademoiselle? Votre prochaine destination, s'il vous plaît. Il vous reste 8 crédits. Et puis on va dire, ah ouais, ok, 8 crédits, c'est bon. Who knows? Je veux dire, qui sait exactement ce qui nous attend de l'autre côté, hein? Un grand tunnel avec une petite bougie abandonnée au bout, puis on ne sait pas du tout. Alors on peut présumer, on peut adhérer à des hypothèses X, Y, Z, mais est-ce qu'il y a vraiment une vérité absolue prouvée? Je pense pas. Et plusieurs vont mourir avec leur foi et vont être heureux là-dedans. Et chacun, certains croient à la réincarnation, d'autres n'y croient pas, certains croient en Dieu, d'autres n'y croient pas. Chacun, c'est un jeu. Chacun a misé sur quelque chose. Puis bonne chance. Espérons qu'on ne s'est pas trop trompé. Mais l'avenir est très incertain. Alors, comment est-ce qu'on peut définir, sans être certain de la vraie réalité, comment est-ce qu'on peut définir qui on est dans tout ça? Est-ce qu'on est tous des extraterrestres déguisés dans des corps physiques? Puis une fois qu'on sort du corps, on dit « Mon Dieu, c'est épouvantable! » On est bien plus joli dans un corps. Une fois qu'on sort de là, on a l'air de quoi? C'est une grande énigme, non? Se connaître soi-même, c'est sûr que tout le monde connaît son nom, ça va? Tout le monde se souvient de son nom, son prénom. Ça commence comme ça, hein, ça se souvient. Moi, j'ai oublié mon âge une fois. Ça m'est vraiment arrivé pendant 6 mois de dire à tout le monde que j'avais tel âge. Puis un jour, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Ça t'est déjà arrivé? Ça, c'est le fun d'avoir ce petit moment où tu réajustes ton âge. Ça te fait comme, wow, ok. C'est comme si on réajustait l'identité. Pas énorme, mais c'est un peu comme aller chez l'optométriste, puis il t'ajuste un peu ta presbytie, puis elle dit, ah bon, c'est mieux comme ça. On peut ajuster. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie d'oublier mon anniversaire. Ça, je trouvais ça vraiment très drôle. Je trouvais ça vraiment bizarre, tu sais. Ma soeur m'appelait à plusieurs reprises. Je me disais, écoute donc, j'espère qu'il ne s'est rien passé à la maison. Puis j'étais un peu inquiet. Elle m'a appelé plusieurs fois. Puis je la rappelle le lendemain. Je dis, ouais, tu m'as appelé, j'ai raté ton appel. Ben oui, je te souhaitais bon anniversaire. Ah, flûte, j'ai oublié. C'était hier. Une seule fois ça peut nous arriver un truc pareil. Je me suis inquiété. J'ai été consulté. Mais des fois, c'est bien d'être un peu désaxé dans ses identités. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre un album photo? Maintenant, c'est tout dans nos ordinateurs. Et moi, j'adore ce truc parce qu'on a sorti beaucoup de photos de famille qui ont été numérisées. Et mes sœurs, mon père, je sais plus, ça vient d'un peu partout. On reçoit toutes sortes de photos qu'on avait vraiment oubliées, qui étaient des photos papier. Dans mon cas, c'était des photos papier jaunies un petit peu. On n'a plus trop le négatif. Et là, tout à coup, avec un logiciel que j'ai, même pas un truc dans l'ordinateur, il rassemble toutes les photos par personne. Et je me suis retrouvé avec un fichier, tout à coup, avec toutes mes photos. Et la reconnaissance faciale de Google, elle est assez alarmante. Je vous assure que Google a très bien compris que moi, petit comme ça, puis moi, gros comme ça, c'est la même personne. Ça, je trouve ça effrayant. De profil, il te reconnaît. Puis il m'a fait un beau petit package. Puis là, tu te retrouves avec des photos de toi de 2 ans jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est par chronologie. Tu vois tout ça, tu regardes un album photo juste de soi, quoi. Et je sais que maintenant, c'est moins spectaculaire parce que les gens sont nés avec une caméra. Je pense que ils sont sortis devant la caméra. Alors ça se passe comme ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux? C'est naissance en direct. Donc, il y en a qui peuvent voir aujourd'hui leur naissance. Ça doit être assez spécial de se voir naître. Mais ça doit exister, non? Des gens qui ont filmé vraiment la naissance. Écoute, c'est un film spécial. Ce soir, je regarde quand je suis venu. Ça, je passe cette vidéo, en tout cas. Donc, bref, aujourd'hui, c'est normal. Mais pour moi, c'était pas normal. On a toute une période de notre vie qui est pas numérique, qui est papier.
Et là, d'avoir ça, tout à coup, de se regarder, puis de regarder toutes ces photos de toi de 2 ans à aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, là. Vraiment, prenez le temps, je vous invite à le faire. Minimum une demi-heure. Vous regardez profondément ces photos, puis dire, c'est qui cet individu, là? À quoi je pensais à 6 ans, à 12 ans, à 15 ans? Pourtant, il y a des preuves, j'ai vécu, il y a des photos. Je sais que j'étais là, hein, j'ai fait ça. Je m'en souviens absolument pas. Mais j'avais un vécu, j'avais une personnalité. Et de tout reconstituer un peu le puzzle, parce qu'on en a oublié une partie du puzzle. Mais le qui suis-je, il est là-dedans aussi. Il y a des indices de ce que je suis dans ces photos-là. Et si on avait un logiciel encore plus avancé, ça c'est ce qui vont sortir bientôt Google, c'est les photos du futur que vous n'avez pas encore vécues. Ça va être assez particulier. Là. Ça va... non, mais ça sent bien, je suis sûr qu'ils vont... Alors, ils vont te donner le package complet. Te voilà aujourd'hui, voilà les photos prises, puis voilà les photos qui vont probablement se produire. Puis avec un morphisme bien avancé, ils vont te montrer, toi, 98 ans, mort, et puis voilà. Donc, tu vas assister à tes enterrements, un preview, une bande-annonce de ton enterrement. C'est pas mal quand même, c'est un nouveau service offert par Google. Mais une partie de qui je suis se cache dans ce que j'étais, dans ce que je suis, dans ce que je serai. Parce que l'ADN contient tout. On dit souvent, si tu regardes une graine d'un arbre, c'est dur de comprendre l'arbre en regardant juste la graine, non? C'est juste une graine, tu regardes un petit hélicoptère, puis tu dis ça va devenir un chêne ou un érablier, ou c'est pas évident de... Si on le sait, on peut imaginer. Mais quel genre d'arbre? Est-ce qu'il va survivre aux tempêtes? Combien d'années il va vivre? Est-ce que ça va être un bel arbre? Est-ce qu'il va être dans un jardin botanique spécial? Est-ce qu'il va se faire manger par une chèvre alors qu'il aura quelques semaines seulement? Alors le qui suis-je, il est un peu dans une vue du soi qui n'est pas juste une photo du présent. Le présent, il transporte avec lui probablement des fois un peu des cendres du passé et des graines du futur. Et c'est l'ensemble de tout ça qui va donner une meilleure compréhension de ce que je suis. Dans notre approche spirituelle, on dit tout le monde connaît son nom, sa profession, son âge, son statut, ses conditions financières, marié, pas marié, enfant, pas enfant. Ça, c'est un portrait, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Quel pourcentage de moi est inclus dans ça, selon vous? Pas beaucoup, hein? C'est juste une surface. C'est comme on dit souvent, ceux qui sont très attirés par l'aspect physique d'un individu, on dit toujours à la blague, hein, c'est vraiment la blague, là, prenez-moi pas au premier degré. Imagine cet individu avec 1 millimètre de peau en moins sur le corps. Tu sais, tu peux dire, elle est belle, hein? Oui, enlève-lui juste 1 millimètre de peau. Tu vois, elle est plus belle du tout. Le même corps, quand on y pense, hein, tu lui enlèves juste 1 millimètre. Tu sais, avec une râpe ou une éplucheuse de pommes de terre, tu enlèves juste 1 millimètre. Tu n'as plus du tout la beauté par laquelle on est attiré. Enfin, je vous dis, c'est une blague. C'est pas une bonne peut-être, mais l'individu serait le même. Tu sais, un individu qui se fait dévisager par une brûlure ou autre chose, bon, c'est plus tout à fait le même individu, mais ça reste quand même la même personne. Mais tout à coup, elle n'a plus la même apparence. Quand on voit des photos, des fois, de soi de 2 ans à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des aspects, des fois, qui disent « Oh my God !» Oui, ça a gonflé, hein, c'est spécial. C'était comme ça, maintenant c'est moins comme ça. Pourtant, est-ce qu'on est défini par notre taille, par notre poids? Un peu, mais pas complètement. Alors on a vraiment une image de soi qui est très fragile, très superficielle. On se contente d'une définition qui est parfois excessivement superficielle. Et ça, c'est sans toucher évidemment à toute la notion de la réincarnation. Parce que si jamais, je pense que j'avais lu quelque part que la moitié du monde, la moitié de la population mondiale adhère au concept de la réincarnation, puis l'autre moitié non, selon les religions et les croyances. Parce qu'il y a quand même une chance sur 2
C'est quand même une personne sur deux qui a une vision très différente de ce qu'elle est. Et si on imagine qu'on est déjà passé sur Terre, puis qu'on a déjà vécu dans des endroits sur Terre, puis qu'on a déjà été quelqu'un d'autre, ça c'est encore plus compliqué, là. Parce que le jour où quelqu'un te dit « Ah, je te reconnais », tu te souviens en 1608 non, je m'en souviens pas du tout. Mais il y a un nombre énorme de littérature, de films, de concepts qui jouent avec ces idées-là. Il y en a qui sont... on va faire une soirée cinéma. Il y en a qui sont amateurs des films de Claude Lelouch. À peu près tous ces films sont là-dessus. Des gens qui se retrouvent dans une autre époque, qui sont déjà connus dans le passé. Il y a beaucoup de références des fois qui sont intéressantes comme ça. Les gens à la blague se disent « Tiens, on s'est déjà rencontrés dans une autre vie. » Et si c'était vrai. C'est fascinant comme concept. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce qu'on appelle des régressions. Et ça se fait sous hypnose. Et sous hypnose, ils amènent des gens à revivre un moment qu'ils ont vécu dans le passé. Il y en a beaucoup qui se font guérir comme ça. À retrouver que peut-être dans leur vie antérieure, ils sont décédés d'une certaine façon qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une peur énorme de l'eau, du couteau, des escaliers. Il y en a qui sont traumatisés par les escaliers. Peut-être qu'ils sont tombés dans l'escalier dans leur vie antérieure. Je lance tout ça parce que c'est tous des petits éléments qui complexifient encore plus la foutue question « Qui suis-je » Qui suis-je aujourd'hui, vous voulez dire, ou depuis 1000 ans ou, on blague souvent aussi, on dit quelqu'un qui a beaucoup de migraines, par exemple. Tu sais pas ce que tu as fait à quelqu'un d'autre dans ta vie antérieure. Peut-être tu as décapité 3-4 personnes au 12e siècle. Tu ne te plaisais pas trop, tu en as décapité une douzaine. Bon, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, tu as souvent mal au cou, puis tu as des maux de tête. On dit, tu récolteras ce que tu as semé. Je regardais aujourd'hui un documentaire sur Guy Favreau et le personnage Sol. Puis il y avait un truc là-dessus, il disait ça, tu récolteras ce que tu as semé, mais ils disent pas quand. Quand est-ce que j'ai semé ça? Hein? C'est pas clair. Tu sais, il dit, t'aimeras ton voisin, ils disent pas clair. Lequel? Celui d'à côté, celui d'après? C'est pas précis. La religion est pas précise. Il y a beaucoup d'idées qui nous sont données, mais elles sont très paraboliques, elles sont très floues. Alors, comment on gère tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? L'approche spirituelle qu'on aime, c'est de se dire que se connaître, c'est se donner le moyen de se changer. Et c'est là où il y a un levier intéressant. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle, une des raisons principales plutôt, plus exactement, une des raisons principales pour laquelle on veut se connaître, c'est pour pouvoir se changer. Parce que le changement amène une croissance. On veut s'améliorer, on veut exploiter le plein potentiel de ce que la vie peut nous offrir. Et pour ça, on doit résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qui suis-je? Quelle est mon identité? L'approche du Raja Yoga est intéressante parce qu'elle nous dit qu'en fait, l'être contient en lui son meilleur et son pire. Et que, en tout temps, tout est déjà dans l'être. La question n'est pas à recréer une partie de moi, la question est comment exprimer une partie de moi, et non pas une autre. Dans un cas très simple, admettons que vous allez à un événement très très important pour vous, le mariage de votre fille, de votre fils, maintenant le mariage de vos parents, parce que c'est le monde à l'envers. Là. Nos parents se remarient à 75 ans, c'est parfait. Mariage numéro 4, c'est cool. J'ai aimé le deuxième, là c'est le quatrième. Tu vas à un événement important, tu es très très en retard. Qu'est-ce qui se passe? Là, selon notre capacité à gérer ce qui se passe en nous, peut-être qu'on va être très angoissé, négatif, stressé. Et là, on exprime une facette de nous qui est très réelle.
et qui peut nous amener à être un peu négatif. Tu sais, quelqu'un vient nous parler, ah, j'ai pas le temps, arrête, tu m'énerves. On casse quelque chose, on court, on fait des erreurs, on part en courant dans la voiture, on brûle un feu rouge. C'est notre même individu qui, une demi-heure plus tôt, parlait de la paix intérieure, du bonheur, puis qui regardait un feu de cheminée artificielle sur le canal 308 de Belle pour se dire que la vie était vraiment formidable, quoi. Hein, tu sais. Puis, oh, mon Dieu, je suis en retard, puis ça y est. Qu'est-ce qui vient de t'arriver? Tu étais paisible en train de regarder ton feu de cheminée artificielle sur la télé. Et là, à coup, ça y est, on renverse tout, on est stressé, on angoisse, on trouve que la vie est insoutenable. Même individu. Sauf les conditions extérieures, dans ce cas-là, font ressortir un trait de personnalité différent. Alors, est-ce que notre changement est vraiment un changement dans lequel on réinvente quelque chose? Ou est-ce que le vrai changement n'est pas davantage d'exprimer de façon plus régulière et plus permanente les meilleurs côtés de soi-même? Et là où la spiritualité est très encourageante, c'est qu'elle dit, on n'a rien à inventer. Tout est déjà là. C'est ce que tout le monde nous a dit depuis le début. Arrête de chercher la paix, elle est en toi. Ok, on va, puis là tu cherches, tu te déshabilles, tu prends une douche, tu te dis, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et oui, regarde profondément. Tu médites, tu vas dans le silence. Ceux qui étaient là avec l'invité qu'on a eu, Ken, était très drôle. Il dit, lui, il a pris toutes les Écritures. Il est parti pendant 5 mois dans un lieu abandonné. Puis après 5 mois, il s'est dit, il était tellement plus mélangé qu'avant qu'il a dit, j'arrête tout ça. Ça n'a plus de bon sens. Il était complètement de travers. Il a tout écouté, le Coran, la Torah, la Bible, la Gita. Puis il n'a trouvé aucune réponse. Tu sais, puis il cherchait des réponses dans tout ça. Finalement, il n'y en a eu aucune. Il était plus mêlé qu'avant. Alors, qu'on nous le dit depuis toujours, tout est en moi. L'amour est en moi, la paix est en moi. Le bonheur est en moi, il n'est pas à l'extérieur. On le sait, on nous le dit, répète et répète. Combien de fois on l'extériorise? Combien de fois on le manifeste? Alors, la vraie transformation, d'un point de vue spirituel, n'est pas une invention de soi. C'est pas qu'on réinvente, qu'on va se remodeler comme on n'a jamais été. On va en fait se remettre dans un état que nous on appelle l'état originel. L'âme, dans son état originel, est une manifestation de la paix, du bonheur et de l'amour. 3 qualités fondamentales. Maintenant, notre costume, notre rôle, notre true man, notre espèce de monde artificiel, nous a conditionnés dans un style qui n'est pas naturellement celui de l'amour, de la paix et du bonheur. On nous a appris à stresser, on nous a appris à haïr. Je parle de beaucoup de films, mais c'est vrai que les films ne nous enseignent pas de très bonnes choses. Moi, la plupart des films qu'on regarde, la grande majorité des films, fonctionnent bien s'il y a sexe, violence, trahison, vengeance, adultère. Puis plus il y en a, plus on dit c'était un bon film. Hein. Ça m'a toujours surpris de moi-même sortir d'une salle de cinéma. Total, le bilan du film, à peu près 300 morts, des blessés psychologiques profonds, des disparitions. Puis tu sors de là en disant c'était un bon film, hein, c'était bon. Hein. Oui, c'était bon, mais on glorifie ce genre de film. Moi, je dois admettre, j'aime des fois les films d'action, puis je me sens coupable après de dire, bon, ben écoute, là, tu as endossé quand même à peu près un bilan meurtrier assez élevé, là, quand même. Hein. Alors, bon, on médite, on prend une douche, puis tout va bien, puis on va se coucher, mais on est un petit peu coupable. Alors, on est dans l'idée de se dire, qu'est-ce qu'on va faire ressortir de nous si on s'est influencé, on a appris des modèles qui sont pas nécessairement les meilleurs, toujours. Et on sait que les parents essayent de transmettre les meilleurs modèles aux autres générations, mais ça marche pas non plus. Hein. On n'est pas capable. Les sociétés ont essayé de nous imposer des bonnes valeurs, les religions ont essayé. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. L'être humain est comme il est aujourd'hui et pas toujours très, très glorieux. Alors, notre transformation, c'est capable d'amener un changement qui nous permettra en fait d'exprimer le meilleur en nous qui est déjà là. Comment le faire? C'est là où on se dit, c'est se connaître et se reconnaître
qui permet en fait à un moment donné de se changer. C'est juste en fait que la connaissance de soi, c'est beaucoup une vision de soi. C'est pas une intellectualisation de qui je suis. C'est être capable de le voir. Quand quelqu'un nous dit par exemple que tu as été vraiment très patient dans telle situation, qu'est-ce que ça nous permet de faire? De faire marche arrière, de dire ouais, j'étais patient. Tu fais marche arrière, tu re-regardes la situation, puis tu dis en effet, ouais, je m'étais même pas vu. J'avais pas remarqué que j'avais été patient. Mais quelqu'un le souligne, et si on y prête attention, on va se revoir dans la situation en train de se dire hey, c'est vrai quand même, je suis pas mauvais, j'aurais pu en effet perdre patience, j'ai pas perdu patience. Et ça fait quoi? Ça nous fait voir une qualité qu'on a. Et si on la voit correctement, la prochaine fois qu'une situation se produit, ce sera 2 fois plus facile d'être patient. Alors que si j'ai pas fait attention à ma qualité, la prochaine fois que ça se produit, je peux oublier ma patience puis devenir impatient. Moi, je me suis fait avoir dans juste pour rire, des caméras invisibles. Et mon problème pour eux, c'est que j'étais trop patient. C'était pas drôle. Ils voulaient quelqu'un de patient. Et c'est drôle parce que c'était un scénario complètement débile où tu dois faire quelque chose. Puis évidemment, ils jouent avec toi, tout est truqué. Et ils s'attendent à ce que la personne s'énerve, puis ils pognent les nerfs. Mais moi, j'étais tellement patient que je recommençais. Je réfléchissais calmement. Puis ils sont tannés à un moment donné, et ils sont sortis de leur caméra. Ils disent, vous êtes bien trop patient. On n'a pas eu aucun comme vous, ça marche pas. Et je l'ai vu à la télévision, je vous mens pas, que j'étais à Outremont, donc c'est il y a 12 ans peut-être, 13 ans plus tard, je l'ai vu à la télévision récemment. Tout à fait par surprise, je regardais des trucs, puis je vois le truc, je dis, attention, moi je l'ai fait celui-là, ils m'ont eu dans exactement ce sketch, puis j'ai regardé, et je me vois à la télévision, le super patient qui se fait dire par les autres, tu sais, ben voyons, tu t'énerves pas, puis la femme qui avait le bras dans le plat, qui est là en train de se dire, putain. Et ça, c'était drôle de se voir 12 ans plus tard, de dire, hey, c'est vrai, j'étais pas bon pour eux, là, j'étais pas un bon candidat. Qui les a eus? Hein? C'est moi qui les ai eus en étant trop patient. Mais c'est le fun c'est pour ça que je dis que se connaître, des fois, c'est se voir. Voir les photos dont je parlais tout à l'heure, c'est se regarder puis se dire, mais vraiment, qu'est-ce que je suis là-dedans? Et c'est pas tellement une intellectualisation. C'est de percevoir des aspects de soi. Pour être plus heureux, il faut être beaucoup plus conscient de son bonheur, de voir son bonheur. Essayez une chose, par exemple. Quand on se lève le matin, puis qu'on va pas trop bien, qu'on n'est pas de bonne humeur, essayez de vous rappeler d'un jour où vous étiez de bonne humeur. C'était peut-être la veille. Et juste de dire à votre esprit, t'essayes de me jouer un tour. Là, tu veux me faire croire que je suis pas de bonne humeur. Puis de se ramener juste visuellement, de se voir de bonne humeur la veille. Et je vous assure, si vous faites l'exercice, ça donne en tout cas un très bon élan pour changer son humeur. Ça vient d'où? J'ai pas intellectualisé le bonheur, c'est quoi? Non. J'ai juste recréé un lien, on peut appeler ça aussi de la programmation neurolinguistique, là, mais c'est à peu près ça. Je me suis juste reconnecté à une réalité que j'ai vécue, qui est en moi, et en faisant ce lien, ce yoga avec cette réalité en moi, je la fais tout à coup réapparaître. Est-ce que c'est pas ça le changement? Est-ce qu'on veut être autre chose ou quelqu'un d'autre que ce qu'on est? Non. On veut juste être soi-même. Mais le meilleur soi-même le plus longtemps possible, non? Parce que si vous enlevez de vous-même la mauvaise humeur, l'impatience, l'intolérance, l'égoïsme, la paresse, la fatigue, puis on défile la liste, imaginez qu'on enlève tout ça. Qu'est-ce qui reste? Il va quand même rester tous les inverses, tous les positifs qui se sont toujours manifestés, mais de façon très conditionnelle. Tous ceux qui ont des enfants ont été extrêmement patients à un moment donné. Après, jusqu'à un certain âge. Après, on n'en parle plus, mais
il y a eu des moments de très grande patience. Il y a eu des moments de très grande générosité. Tout le monde a exprimé une générosité profonde, peut-être très ponctuelle, peut-être seulement à certains moments. Mais imaginez cette générosité multipliée par 300. Ça ne fera pas de nous un autre être. Ça ferait juste de nous un être plus souvent généreux, plus souvent patient. Mais c'est le même être. Sauf qu'on ne s'est jamais donné la chance de vivre ses positifs, ses valeurs, ses qualités sur de plus long terme, de façon amplifiée et multipliée. Et c'est là où on se dit, se connaître soi-même, c'est... On peut philosopher toute notre vie à savoir, est-ce que je me suis réincarné, combien de fois, est-ce que je deviens un moustique dans ma vie future, c'est une possibilité, ça c'est traumatisant, ça faut pas penser comme ça. Mamie, tu vas devenir un moustique, tu sais. Je penserai à toi si je te vois. C'est parce que dans un film de Claude Lelouch, j'y tiens ce soir, il y a un film qui s'appelle La Belle Histoire, qui est un de mes films fétiches. Et taux de mortalité dans le film à peu près 0. Il y a un avion qui s'écrase, mais on voit rien du tout, c'est bien. Mais c'est un film, il y en a qui connaissent ce film, La Belle Histoire de Claude Lelouch. Un film de 2h30, 3h, je pense. Vraiment, je vous recommande ce film. C'est un chef-d'œuvre hallucinant. Et ils expliquent brièvement que c'est une histoire d'amour qui a commencé il y a 2000 ans. Et c'est l'histoire de Jésus, en fait, qui a visité un camp de lépreux. Ça, c'était avant qu'on le mette sur la croix, là. Et dans le camp de lépreux, il va rencontrer des gens qu'il va, en fait, indirectement sauver. Et... dans ce camp de lépreux, il y a une ruche d'abeilles très violente. C'est des abeilles qui piquent beaucoup. Mais les lépreux vivent dans ce camp et il y a une des filles qui sait escalader la montagne, puis aller chercher du miel, etc. Et donc Jésus il va se passer plein de choses. Je ne donne pas tous les détails. Il va y avoir des centurions, cette fille-là, il y a un sculpteur, parce qu'à un moment donné, Jésus va se mettre comme ça. Puis toutes les abeilles vont venir sur lui. Et il ne se fera pas piquer du tout. Et quelque chose avec le miel, en tout cas, ce sont des choses comme ça. Et 2000 ans plus tard, il est en France. Il s'appelle Jesus. Il fait du rodéo. Et il y a une Marie qui est absolument fabuleuse, qui cherche son Jésus partout. C'est drôle, mais c'est très, 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 très touchant. Et il y a une femme qui est marionnettiste. Puis son personnage, c'est une abeille. Elle est toujours avec des abeilles. Et écoutez, c'est hallucinant. Alors tout le film, c'est un tressage entre ce qui s'est passé il y a 2000 ans et ce qui se passe dans le réel. Et c'est très moderne, hein. Il y a vraiment, alors, lui, Jésus, évidemment, Marie cherche Jésus. Ils se croisent dans le film, des fois ils sont dans un aéroport, lui il passe, elle est là. Toi t'es là dans la salle à hurler, tourne-toi, il est juste là. C'est vraiment un très 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 beau film, une musique de gitan fabuleuse. Et j'ai aucune idée pourquoi je racontais ça. Ah oui, dans ce film-là. Dans ce film-là, il y a un professeur qui enseigne justement à la fille qui va faire les marionnettes d'abeilles. Il enseigne la réincarnation, puis il dit, vous avez pas, puis il parle avec un accent du sud comme ça, il dit, voilà, la grand-mère, là, elle est morte, là, mais la mouche qui elle arrive, là, tu fais là, c'est ta grand-mère que t'as tuée. Fais attention quand tu tues la mouche. Tout le monde est là, on va dire, ok, perspective sur, ne tue pas la mouche, ça pourrait être ta grand-mère. Tu réfléchis un peu après le film, peut-être une période de 7 jours, tu mal à aucune mouche, tu ne touches à rien, au cas où. Tu sais, c'est très convaincant comme exposé du professeur. Un acteur, j'ai oublié son nom, très connu français. Mais Michel Lanvin, le Jésus, alors c'est très potable comme Jésus, hein? Michel Lanvin, pour ceux qui connaissent. C'est de vieilles références, hein? Je comprends que... Je suis pas tout à fait dans les thèmes, les films à la mode, mais c'est bien ces vieux films. Où vous allez le trouver sur le net, je sais qu'il existe. Vous pouvez le télécharger ou l'acheter. La belle histoire. Alors tout ça pour dire qu'en fait, aucune idée pourquoi d'ailleurs je partais là-dedans. Le moustique, je pense, c'est le moustique qui m'a amené à la mouche et à l'abeille. Mais l'idée de concevoir un peu son être et qui on est, on peut prendre des heures à réfléchir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a la réincarnation? Est-ce que j'étais un moustique? Moi, je vous suggère de regarder des bons films, d'avoir beaucoup de plaisir, mais après,
On n'a pas la solution exacte à tout ça. Alors, avant de savoir si on va se réincarner en moustique ou en éléphant, peut-être juste de se demander aujourd'hui, qu'est-ce que je sais de moi-même? Et qu'est-ce que je vois de moi-même? Alors, souvent dans la progression, on dit qu'en fait, ce qu'on veut, c'est être capable de se connaître, se reconnaître, s'accepter, se comprendre, ultimement se voir et faire l'expérience. Et c'est là où je trouve que la méditation est fabuleuse parce que c'est des fois innommable ce qu'on reconnaît en soi. La patience, on peut la nommer, mais il y a des traits de personnalité, c'est dur de les décrire. Il y a des états d'âme qui sont durs à décrire. Moi, une fois, j'avais une réaction épidermique à je ne sais pas trop quel événement. Et la fille, qui était vraiment une de mes professeurs de Raja Yoga la plus marquante, je dirais, me dit, toi, Eric, c'est parce que t'as vraiment une intolérance à l'injustice. Elle me sort ça comme ça. C'est une intolérance à l'injustice. Ah bon, on ne l'avait jamais sorti, celle-là. Et ça, je vous avoue, encore aujourd'hui, c'est très, très fort en moi. À l'injustice. Une intolérance à l'injustice. J'aime pas le... Mais j'avais jamais formulé ça. Mais tu t'entendais pas penser quand... Non. C'est pas quelque chose que tu avais identifié en toi? Non, parce que c'était caché par la colère. Okay. C'était caché par l'ego. Tu sais, moi, ça me met en colère, ça m'énerve. Je blâme, je critique, je dénonce, je me rebelle. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, ce qui m'a touché, et elle me disait ça, elle m'a dit, toi, tu as été touché dans ton sens profond, lié à la notion de justice. Et ça m'a fait réfléchir, mais pendant des années, où je me suis souvent observé à réagir à des choses, et maintenant que je savais que c'était lié à, pour moi, une intolérance au viol à la justice, un non-respect de justice, j'étais beaucoup plus calme en me disant, OK, pourquoi est-ce que je ne tolère pas l'injustice? Possiblement que j'en ai vécu moi-même, sinon dans cette vie, dans d'autres vies antérieures, je ne sais pas. Donc, il y a un talon d'Achille là, il y a une vulnérabilité à ce niveau-là. Il y en a qui n'ont aucun problème avec l'injustice. Pourquoi est-ce que dans mon cas, il y a une sensibilité? Et ça a été extrêmement utile pendant très longtemps, ou encore aujourd'hui, pour moi d'observer, de voir. Et ça, c'est dur à articuler. Elle m'a donné une manchette, mais depuis, c'est une digestion spirituelle qui n'a pas beaucoup de mots. Je ne formule pas beaucoup d'idées à travers ça. Mais je m'observe. Et quand je vois ça, ben je me dis, c'est quoi ma réponse à l'intolérance, à l'injustice? Ben, au lieu d'aller dans la colère, puis dans la révolte, puis dans le blâme, puis dans la vengeance, puis dans je vais te montrer ce que tu as fait, ben, ça devient une toute autre palette humaine qui doit être la compassion, la miséricorde, l'humilité. Qui suis-je, moi, pour... est-ce que moi, je respecte toujours la justice? Est-ce que je suis toujours juste? C'est complètement autre chose. Mais ce qu'il fallait, c'est qu'on me fasse voir en moi ce trait de personnalité que je n'avais jamais observé. Pourtant, il était assez évident qu'une autre personne puisse le voir. Et ça, je trouve que c'est exactement ça. Il faut voir quelque chose en soi, c'est ce qui nous permet de changer. Ça prend beaucoup d'acuité, par exemple. Si cette personne a vu en toi qu'elle avait le regard très, très précis. Ouais. Mais tu vois, moi, je parlais à quelqu'un récemment et... puis oui, c'est de l'acuité, mais des fois, bon, c'est ça qui est formidable dans notre vie. On a des professeurs autour de nous, puis des fois, c'est des gens qui nous connaissent à peine, qui nous sortent des trucs vraiment très drôles. Moi, j'avais toujours une nièce qui est très, 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 très observatrice, puis elle est venue habiter chez moi juste quelques jours. Ça a été ma plus grande psychologue pendant un certain temps. Écoute, puis elle ne pouvait pas se retenir. Tu sais, c'était juste, ça sortait comme ça. Elle disait, Méric, t'es un peu obsédé avec certaines choses, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, elle me décrivait un comportement, puis je disais, oh boy, elle a tout à fait raison. Et c'était pas grave, hein, mais c'était... Au téléphone, je replaçais tous les gestes, tous les trucs, vraiment... non. Puis elle me voyait faire, toujours à tout remettre en place. Alors, dans la salle de bain, je pense qu'elle s'amusait à bouger un truc. Elle revenait 10 minutes plus tard. Oups, je l'avais remis comme ça. Moi, j'ai mon truc. Puis elle m'a dit,
t'es juste un petit peu obsessif hein, avec tout ça. Non, t'as pas remarqué? Je dis, non, ok, d'accord, merci pour me le faire voir. Je pensais bien parler, puis elle m'a dit, elle me soulignait plein de défauts, pas des défauts, mais des trucs. Tu sais, elle me dit, les Québécois, on dit souvent là, après chaque phrase. Puis moi, je dis, ouais, c'est vrai, les Québécois, ils disent ça. Elle dit, oui, mais Eric, toi aussi. Moi, non, là. Là, tu le dis tout le temps. Je ne l'avais jamais entendu. C'est rien, tu sais, c'est tout le monde au Québec, on dit tout ça. Bon, j'allais prendre l'autobus là. Là, il y a un là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je ne savais pas que je le faisais. Après, quand tu t'entends parler, tu dis, ah, il a tout à fait raison, je dis là tout le temps. C'est pas grave, hein, ça, c'est pas criminel, je pense pas, donc ça va. Mais ce que je veux dire, c'est une fois qu'on le remarque, c'est beaucoup plus facile de le changer. Surtout si on doit être en onde ou qu'on doit avoir une conversation de communicateurs et autres, ben, tu veux améliorer ta façon de parler. Moi, je remercie ceux qui me le disent. Et tous les petites choses que les autres vont remarquer, ma question, c'est toujours pourquoi moi, je ne l'ai pas vu? Alors, la raison, c'est souvent la même, c'est qu'on dit le visage, qui est le plus expressif du corps, la partie la plus expressive du corps, est celle qu'on ne voit pas soi-même. Tu prends un miroir ou quelqu'un d'autre. C'est quand même hallucinant. Hein? Tu peux voir tes mains, tu peux voir pas mal, le dos moins grave, mais ça se voit pas. Tout se passe là. C'est-à-dire, et on rate le spectacle tout le temps parce qu'on se voit pas. Bon, c'est bien comme ça, hein, je vous assure, ne vous promenez pas avec un miroir. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je veux pas rater le spectacle, c'est comment ça se passe là, tu sais, genre. Remarque, là, on a changé ça, puis maintenant, il y a les selfies, on va dire. Hein. Les gens se promènent en vacances avec leur bâton, puis on appelle ça le narcissistique, tu sais, au lieu d'être un selfistique, on appelle ça le narcissistique, tu sais, tu te promènes, tu vas en vacances, puis tu vois les gens, ils vont se baigner avec leur bâton. Tu te dis, c'est une nouvelle nage, ça, je sais pas, c'est la nage du bâton. Je sais pas, ils vont être bientôt dans une espèce de cascade meurtrière. Yeah! Filmez-vous jusqu'au dernier moment. Ça va être très bon. Jusqu'au dernier moment. Alors, c'est narcissique. Mais ça, on a remédié. Donc, en fait, on a remédié au problème qu'on ne se voyait pas avant. Mais tout se passe là. Puis on le rate. Il y a juste les autres qui le voient, puis ils disent rien. Ils en pensent pas moins. Alors, c'est les autres qui nous disent quand on est fatigué, quand on est en forme. Ils disent « Ah, t'as l'air bien aujourd'hui. » Ah ouais, moi je me sens super fatigué. On dit « Ah, t'as vraiment l'air fatigué. » Alors là, tu te dis « Ok, là, tu t'écroules dans ton truc. » Mais tout se passe là. Mais on le voit pas. Et pourquoi on le voit pas? Alors, il y a beaucoup d'aspects de notre personnalité qui sont exactement visibles aux yeux de tous, sauf à nous. Parce qu'on s'arrête pas. Ouais. On se dépose pas. On s'arrête pas. On est dans le tourbillon. Ouais. Faut s'arrêter pour savoir. Ouais. C'est vrai. C'est ce qu'on dit. Le silence, c'est permettre à la surface d'un lac de devenir un miroir. Et c'est là où on peut finalement voir... Le miroir, on ne l'a pas au bon moment. Non, souvent, on ne l'a pas au bon moment. Oui, c'est un miroir qui nous déforme aussi. Tu sais. Alors, mais c'est passionnant. Et donc, l'idée, c'est que la vraie connaissance de soi n'est pas tant une connaissance intellectuelle ou philosophique, mais elle est une capacité de se voir. Et c'est là où la méditation devient intéressante parce que on observe, on crée des pensées, on fait marche arrière, on entend ce que les autres décrivent des fois dans les conférences, les classes, puis on étudie, puis on revoit la même scène avec un œil différent. Et c'est pourquoi on appelle ça d'ailleurs le pouvoir de la transformation, c'est l'ouverture du troisième œil. C'est toujours la même idée, mais c'est celle de l'œil de la réalisation de soi. Et la réalisation de soi, c'est être capable de se voir dans son meilleur et dans son pire. Pas que l'un ou que l'autre, mais c'est de voir l'ensemble. Et moi, j'ai pas de peur face à mes démons ou à mes négativités. Je veux les voir aussi. Et en fait, plus on les voit correctement, plus on veut s'en départir. Mais il faut voir ses forces aussi.
Et je me souviens, une dirigeante des Brahma Kumaris m'avait dit une fois, toi, t'es vraiment comme ça. Elle m'avait donné une qualité, puis j'étais comme, wow. Alors, je me doutais, je me disais, bon, ouais, peut-être qu'elle dit ça à tout le monde pour les encourager, etc. Puis, mais je dirais 30 ans plus tard, ce qu'elle m'a dit, c'est resté exactement, depuis toujours, la qualité qui me revient le plus souvent et qui me fait dire un jour, ouais, elle a vraiment vu en moi exactement mon ADN que moi j'ai jamais vu, à laquelle j'ai tellement pas cru. Tu sais, c'est comme de dire à quelqu'un qui a très peu d'estime en soi, de dire, toi, tu es vraiment une bonne personne. Ben, la personne qui n'a pas d'estime d'elle-même va démolir cette idée tout de suite. Elle va même pas l'entendre. Elle va complètement ignorer. Ça peut prendre des années et des années avant que cette personne, un jour, arrive à conclure elle-même, non, je suis vraiment une bonne personne. Ça a toujours été là. Mais c'était drôlement camouflé. C'était drôlement abîmé. Il y avait beaucoup de travail à faire. C'était un diamant qui est enfoui sous terre. Il existe, mais il n'est pas visible. Il ne brille pas beaucoup. Puis personne ne le voit. Puis ça prend des fois des gens avec un don un peu de perception pour dire, je pense qu'en toi, il y a un diamant exceptionnel. Ah ouais? Et si tu y crois, puis tu commences à creuser, un jour tu le trouves, puis tu dis, incroyable. Quelqu'un l'avait trouvé, quelqu'un l'avait vu. Et c'est ça qu'on espère être capable de voir en soi et d'être capable de se transformer. Alors, ça ne répond pas à la question qui suis-je, mais ça donne des éclairages un peu complémentaires. Quoi. Ça va? Ceux qui ont un conjoint, il n'y a pas besoin de se prendre. Ceux qui ont? Ceux qui ont quoi? Qu'est-ce que ça dit? Ceux qui ont un conjoint n'ont pas besoin de savoir, parce qu'elle va toujours le dire. Pour ceux qui sont en ligne, elle est très bonne. Ceux qui ont un conjoint n'ont pas besoin de se voir. Vous avez de l'expérience, hein? Un miroir naturel. Ok. Je me passe de quand. Il y a sûrement un film là-dessus, d'ailleurs. Lever à la maison. Pas besoin de théâtre. Allez, essayons de méditer quelques instants. Alors, au départ, on peut rester confortablement assis. Peut-être dans un premier temps, juste de garder les yeux ouverts pour prendre le temps de respirer, de se détendre physiquement. Juste d'être naturellement avec notre entourage naturel. On peut diriger toute notre attention au centre du front. Ce qu'on appelle le siège de la conscience. Ressentir très subtilement l'origine de nos pensées. Comme si une énergie vitale se situait là. Un peu au centre du front, au-dessus des yeux, à l'intérieur. C'est là que se trouve la source de la vie, l'âme. Et je me dis qu'en moi, existe cette force vitale qui est une énergie consciente.
Si je devais visualiser cette énergie, je verrais une forme de lumière, juste de la lumière. Et j'imagine en moi la lumière qui propage des ondes. Ma pensée est vivante. Mes sentiments sont réels. Et j'existe avec ma propre personnalité. Et si je repense à ce que j'ai été tout au long de ma vie, c'est comme si j'avais joué différents rôles tout au long de ma vie, que ce soit dans ma jeunesse, dans mes études, ou dans ma vie adulte. Toute l'histoire de ma vie peut paraître comme une si longue histoire. Et pourtant, l'essence de ce que je suis est toujours la même. Ce que je suis aujourd'hui, je le transporte avec moi demain. Et je sais qu'en moi, il y a autant de qualités positives que de qualités négatives. Mais tout dépend de ce que je regarde, de ce que je souligne. Et si j'essaye de me souvenir des moments les plus beaux, les plus forts de ma vie, les moments pendant lesquels j'ai exprimé mes meilleures qualités, j'arriverai à faire le portrait de ce que je suis quand je suis libre, libéré de ma négativité. Et pour être capable d'être le meilleur de moi-même, plus souvent et plus naturellement, je dois simplement poser mon regard sur ces parties de moi qui sont bienveillantes, qui sont bonnes, qui sont bien intentionnées. Et juste me dire que je peux en faire ma nature naturelle. De ne plus me laisser influencer par les situations extérieures. Mais juste aller puiser en moi pour ressentir ce qu'il y a de meilleur, ce qui est déjà là.
en étant simplement capable de ressentir la paix, le calme. C'est comme si j'arrêtais les tempêtes. Donner une chance aux fleurs de pousser, aux arbres de grandir. Et les tempêtes de l'esprit, c'est moi qui les crée. Et c'est moi qui peux les arrêter. Faire taire les tempêtes pour faire chanter les pensées. Faire taire les tempêtes pour faire chanter les pensées. Alléluia. Vous devez retourner voir votre miroir. Miroir, miroir. Dis-moi qui... Parce que je suis. Bon, bien, bonne prolongation de votre chemin intérieur. Cette maison miroir qu'est le monde. C'est une bonne semaine. Au plaisir de se revoir très bientôt. Merci d'être venu. Om Shanti.